ravi d'être avec vous ici ce soir dans le temple de la neurologie. On appelle ça encore comme ça. Quand j'étais gamin, on appelait ça le temple de la neurologie. On essaie d'éviter. Alors, merci. Alors, je voudrais vous proposer quelques réflexions sur la neuro-empathie. L'empathie, c'est un vieux concept philosophique, mais il y a d'autres concepts philosophiques qui sont devenus des travaux, qui ont donné des travaux neurologiques, la conscience par exemple. Et là, l'empathie est née dans une démarche philosophique. On dit que c'est surtout Théodore Lipps qui en a parlé. Et il s'agissait simplement de se poser la question, comment fait-on pour connaître autrui? Pas pour percevoir autrui, mais pour connaître ce qu'il a dans son monde mental. Donc les philosophes se sont posés cette question avec des réponses de philosophes. Et voilà ici le premier qui a tenté de répondre à la question du philosophe Théodore Lipps. Alors c'est un macaque qui a été isolé sensoriellement. C'est une expérimentation qui a été faite dans les années 60, notamment par Mason et son école, et Harlow, et qui n'est plus faisable aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'on va démontrer tout à l'heure que les animaux ont accès non seulement à un monde de sensibilité, ce sont des êtres sensibles, mais je vais défendre l'idée qu'ils ont aussi accès à un monde de représentation mentale, que ces représentations ne sont pas les nôtres, mais c'est quand même un monde de représentation, et c'est pour ça que l'empathie, partant de la philosophie, a très vite débouché chez les macaques. Alors, ce gars a été expérimentalement isolé sensoriellement, et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que dans un monde de mammifères dépourvus accidentellement ou expérimentalement d'altérité, eh bien la seule altérité qui reste, c'est soi-même, son corps, les mouvements autocentrés, les balancements, et en cas d'émotion trop forte, les auto-agressions. Que ce soit chez les macaques, où j'en ai vu s'agresser violemment, se sectionner, j'ai vu des rats se sectionner une patte, des singes se planter les doigts dans les yeux. Donc, mais là, ce n'était pas des expérimentations, c'était des isolements sensoriels accidentels parce que la mère était morte. Et en milieu naturel, quand une femelle macaque meurt, il y a très souvent des substituts qui se proposent, d'autres femelles qui convoitent le petit, et parfois, plus rarement, il y a des mâles qui sont des substituts maternels tout à fait efficaces. Donc le problème est posé de cette manière. Et un autre primate humain qui a posé le problème, lui, de manière psychanalytique, c'est Freud. Freud n'a jamais été psychiatre ni psychologue. Jamais. Il n'a été que neurologue, si on peut dire. Mais étant neurologue, ensuite, il a inventé la psychanalyse qui a marqué notre culture. Et Freud était l'élève de Karl Klaus, qui était zoologue, puisqu'on ne parlait pas d'éthologie à cette époque-là, mais on parlait de zoologie. Et Karl Klaus voulait faire de Freud son élève, et c'est pour ça qu'il l'avait envoyé à l'Institut de biologie marine à Trieste, et où Freud a fait le seul travail scientifique qui a été couronné d'un prix, le prix Goethe de la ville de Francfort, qui est un prix totalement estimé, et c'était sur la sexualité des anguilles. Donc Freud... Alors, Freud s'intéressait déjà à la sexualité, mais la sexualité des anguilles pose un problème, c'est que il n'y a pas de femelles. Il n'y a que des mâles. Alors pour la reproduction, ça pose un problème, sauf que Freud avait fait une optique, une approche endocrinologique, et on a trouvé l'article à Vienne, puisqu'à cette époque-là, Trieste faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Donc il a été publié en allemand et en italien. Ma femme parle très bien l'italien, on l'a traduit, et ça a été proposé par Villecher aux presses universitaires de France,
Et si vous voulez lire un article d'endocrinologie de Freud, achetez Les Évolutions. Mais ne lisez pas l'article, il est minable. Mais heureusement que Freud a découvert la psychanalyse, où là, il nous a proposé 2-3 idées, parce que sur le plan endocrino, c'est moyen moins. Alors, ensuite, il a quand même introduit une notion qu'il a aussi piquée aux zoologues d'Assumbewusst, l'insu. Et les zoologues disaient les animaux, à l'époque où Freud était enfant et étudiant, l'Autriche baignait dans l'inconscient. C'est-à-dire que les zoologues disaient les animaux ont conscience d'une foule de problèmes, mais ils n'ont pas conscience qu'ils ont conscience d'une foule de problèmes. Ils n'ont pas la conscience réfléchie. Mais à cette époque-là, déjà, les zoologues disaient les animaux ont une conscience, donc ils prennent conscience d'une foule de problèmes, et Freud a récupéré d'Assumbewusst, il l'a incorporé et il en a changé la définition pour en faire l'inconscient freudien. Or, les neurologues nous apprennent qu'en neurologie, on sait que presque rien du monde n'arrive en conscience. Alors, presque rien. L'immense majorité des informations sont traitées par notre corps, par notre cerveau, et on n'en prend pas conscience. Et on ne prend conscience, on va dire pour faire une image, on va dire 1%, mais je ne connais pas le chiffre, hein, c'est pour faire une image. On ne prend conscience que de 1% des informations, et ces informations ce 1% est tout à fait important, parce que c'est ce qui constitue notre identité narrative. Le récit qu'on se fait de soi est alimenté par les représentations conscientes, alors que l'immense majorité des représentations est non consciente. Alors c'est ce que l'inconscient cognitif. Alors là, c'est la première fois que j'ai employé cette expression d'inconscient cognitif, c'était dans une réunion organisée par mon maître Serge Lebovici. Donc dans la salle, il y avait une forte majorité de psychanalystes, et quand j'ai employé l'expression d'inconscient cognitif, comme j'ai l'esprit, comme j'essaye d'avoir l'esprit scientifique, j'ai noté qu'il y avait 3 crises d'épilepsie et 2 tentatives d'assassinat quand j'ai employé cette expression. Mais maintenant, les psychanalystes acceptent très bien qu'il y a un inconscient cognitif différent d'un inconscient freudien qui, lui, dans l'inconscient cognitif, c'est je ne sais pas que je sais. Mon corps, mon cerveau traite les informations et se débrouille, et moi je ne sais pas que je sais, mais je sais. Je peux même apprendre à mon insu, comme dans les héminégligences spatiales, on peut apprendre, on évite les obstacles, et on soutient qu'il n'y avait pas d'obstacles, et on voit bien qu'ils ont vu qu'il y avait des obstacles, puisqu'ils les ont évités, et ils affirment qu'il n'y avait pas d'obstacles, donc ils n'ont pas conscience des obstacles qu'ils ont évités. Alors ça, c'est l'inconscient cognitif. Et donc je ne sais pas que je sais, alors que l'inconscient freudien, c'est je ne supporte pas de savoir. Si par malheur vous découvrez ce qui est dans mon âme, je vais perdre votre estime, parce que vous allez voir qui je suis au fond de moi, affreux, donc moi je ne supporte pas cette représentation que j'ai de moi-même, et je m'arrange pour refouler, et là on est dans l'inconscient de Papa Freud. Donc c'est 2 inconscients différents. Or, il se trouve que lorsqu'on est privé d'altérité, c'est-à-dire que voilà, lorsqu'on est privé d'altérité, la seule altérité, c'est les auto-agressions et les balancements, sucer son pouce, s'auto-agresser, se mordre la patte, comme j'ai souvent vu faire, chez les animaux privés d'altérité ou chez nos enfants privés d'altérité. Vous vous rappelez sûrement les images terrifiantes des pseudo-orphelinats roumains qui n'étaient pas des orphelinats, parce qu'il y a des orphelinats qui font très bien leur travail, hein. Mais là c'était des femmes punies par la pensée criminelle de Ceausescu, et ces femmes étaient punies pour des raisons politiques, donc elles détestaient les enfants dont elles avaient la charge, elles leur tournaient le dos, elles ne s'en occupaient pas, et les enfants passaient des mois, des années tout seuls à se balancer. Et j'ai vu un lit, il y avait des salles de 80 mètres, et j'ai vu un lit traverser la salle millimètre par millimètre, parce que l'enfant ne faisait que ça. Il n'y avait pas d'altérité.
Donc ils se stimulaient uniquement par des stimulations proprioceptives, il n'y avait pas d'autre. Comment voulez-vous qu'il apprenne à parler? Comment voulez-vous qu'il se décentre de lui pour s'intéresser à un autre? La pensée politique l'avait privé d'autre. Donc il n'avait que ça. Et si on lui souriait, dans son monde d'enfants terriblement carencé, on voulait les aider, on est parti là, on était naïfs, on est parti là pour les aider, donc on leur a souri, comme on le fait dans un monde humanisé, et on leur a tendu les bras, et on a été stupéfait de voir à quel point ça déclenchait les auto-agressions d'une violence extrême. Ils se mordaient fort, ils se tapaient la tête contre les murs ou par terre. Enfin, les praticiens qui sont dans la salle et qui ont vu ces enfants, c'est impressionnant, c'est insupportable de voir. On a peur, moi j'avais peur de voir la violence avec laquelle ces enfants s'auto-agressaient. Et on a mis longtemps à comprendre que dans un monde non humanisé, où la pensée politique les avait mis, sourire, c'est mon précédent, tendre les mains, c'est menacer de frapper. Et ces enfants se sécurisaient en s'auto-agressant. Et donc on a mis longtemps à comprendre ça, donc il a fallu, donc les animaux nous ont posé des problèmes humains. Et je dis tout souvent que l'éthologie animale m'a beaucoup apporté, même si le milieu c'est pas bien structuré, mais l'éthologie animale m'a beaucoup apporté, parce que plus je fréquentais les animaux, plus je comprenais les humains. Et quand j'étais enfant, personnellement, pendant des années, je n'ai eu de relations humaines qu'avec les animaux, puisque je faisais partie d'une génération où les éducateurs, le métier d'éducateur n'existait pas, on les appelait les moniteurs. Et les moniteurs avaient pour consigne de ne pas parler aux enfants. Les enfants, on les fait taire. Et donc, ils avaient pour consigne de ne pas... C'était la bonne éducation de cette époque, du moins pour les enfants qui n'avaient pas de famille et qui ne pouvaient pas faire un cursus classique et qui ne pouvaient pas faire un cours normal. Donc on était déviants dès le départ et on est resté déviants jusqu'à l'arrivée. Mais par bonheur, on est invité par des gens qui ont fait un cursus classique. On a des inconscients. Alors merci à votre inconscient de m'avoir invité. Alors, voilà ici la fonction. Alors, en éthologie animale, les primatologues, au CNRS d'Aix-Marseille, il y avait une équipe de primatologues très fréquentable. Je parle des primates humains et des primates non humains, tous étaient très fréquentables. Et ils nous apprenaient beaucoup de choses. Et notamment, ils nous disaient, regarde, ce bébé vient d'arriver, je parle des primates non humains, ce bébé vient d'arriver au monde. Pendant plusieurs mois, quand il a quelque chose, un stimulus interne, qui pour le traiter, sa mère est un visage privilégié. Il perçoit mieux sa mère que tous les autres visages d'autres femelles ou d'autres mâles. Donc c'était déjà un objet saillant de son milieu qu'il perçoit mieux que tous les autres visages. J'ai bien dit visage, alors que sur le plan neurologique, nous, on est sûrement les champions interespèces de la perception du visage. Mais déjà chez les animaux, les primates non humains font de bonnes performances. Ce bébé ne s'oriente que vers sa mère, parce que c'est une image saillante. Les autres, il les perçoit peut-être, mais secondairement, périphériquement. Donc il s'oriente vers sa mère, et il se place en disposition de grooming, qu'on a traduit abusivement, maladroitement par épouillage, mais il n'y a pas de pou, mais enfin, ou toilettage, on devrait dire toilettage. Il se place en position de toilettage, quelle que soit la position de sa mère, quelle que soit la direction du regard de sa mère. Il ne tient pas compte, il ne sait pas, il ne comprend pas que sa mère ne le regarde pas, il répond à un stimulus interne, il répond à un stimulus externe, et hop, il s'adapte en disposant son corps. Et il faut attendre 6 ou 7 mois pour que le petit attende, voit que sa mère le voit, et à ce moment-là seulement, il offre son corps au toilettage pour sa mère. Là, quelque chose s'est passé, non seulement le visage de sa mère devient un objet saillant, mais l'attitude de sa mère lui apporte des informations qu'il sait désormais traiter et auxquelles il répond. Et les petits-enfants, les petits macaques non humains, excusez-moi, il y a des singes humains et des singes non humains. Donc, et que le singe non humain, lui,
il lui a fallu un temps de maturation, d'interaction affective, de toilette, de rempli, de nourrissage. Il a dû apprendre, il a dû développer une aptitude à percevoir la posture du corps de l'autre, sa mère, un objet saillant, avant d'y répondre et d'y adapter sa propre posture pour qu'en effet, là, il ait un toilettage adapté. Alors, lorsque cette maturation, alors est-ce qu'on peut appeler ça empathie? Pas encore. Là, j'ai commencé mon exposé à 6h10, on parlera d'empathie dans 2 heures. Mais, donc là, est-ce qu'on peut appeler ça l'empathie? C'est le cheminement, je fais exprès, c'est un processus de construction constante sous l'effet de la pression des autres sur un système nerveux qui peut progressivement se constituer aussi. C'est donc une transaction entre ce que je suis, moi primate humain, et ce qui est autour de moi. Ce n'est pas le développement d'un programme génétique, c'est une notion qui n'existe pas. Programme génétique, on ne voit jamais cette expression chez les généticiens. On voit équipement génétique, on voit bandelette génétique, mais programme génétique, je ne l'ai jamais vu dans une publication de généticien. Mais je l'ai vu dans des publications de psychologues qui adressent les généticiens. Alors ça, j'ai souvent vu, mais pas dans les programmes de génétique. Or là, lorsque quelque chose quelque chose s'est mal passé dans la transaction entre le petit et son milieu, il n'a pas acquis cette aptitude comportementale à disposer son corps par rapport à la disposition du corps d'une figure saillante, ce que nous on appelle mère. Or, lorsque un petit a acquis cette aptitude, il est toiletté. Or, les poils il y a beaucoup de graisse de vitamine D, et lorsqu'il est bien toiletté, il a une doudoune. Donc, il peut résister au froid et il peut résister au virus de la pneumonie notamment. Et quand il est en carence affective, il ne sait pas se synchroniser avec les autres, il est mal toiletté, ses poils collent, comme on le voit chez les singes mal élevés, hein, ses poils collent, et à ce moment-là, il a soit des dermatites, et j'ai eu l'occasion de voir des dermatites surinfectées énormes, soit le virus de la pneumonie. Il chope la pneumonie parce qu'il est en carence affective. Alors, je ne sais pas si c'est pareil chez les êtres humains, mais voilà un raisonnement systémique, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un raisonnement, une cause provoque un effet, hein, c'est-à-dire il faut assassiner Descartes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il faut assassiner Descartes parce qu'il nous a appris à avoir des raisonnements linéaires qui sont déjà discutables en biologie. Il y a une convergence, il y a des faisceaux de causes qui convergent pour provoquer un effet, le réparer ou l'aggraver, mais c'est très rare qu'il y ait une cause qui provoque un effet. Alors peut-être dans un laboratoire, les vrais scientifiques, parce que je considère que moi, praticien, je ne suis pas un vrai scientifique, j'ai un autre mode de connaissance, je peux lire les scientifiques, je peux les valider ou les invalider, mais je me considère comme pas un vrai scientifique. Donc eux, dans leur laboratoire, ils peuvent faire un objet propre, mais cet objet propre scientifique, est-ce qu'il peut vivre hors du laboratoire? Pas toujours. Souvent, il ne vit pas hors du laboratoire. Alors que nous, praticiens, on peut valider ou invalider. Alors voilà ici un gars qui n'aura pas de pneumonie parce qu'il a su se disposer et qu'il a des interactions qui vont lui permettre non seulement d'être bien toiletté, mais d'apprendre des tas de comportements. Alors voilà ici une thèse que j'ai dirigée, c'est la thèse d'Anne Robichet-Dispa, qui a été beaucoup citée, c'est une ancienne thèse, mais je la cite avec plaisir parce qu'elle a été beaucoup citée dans le développement de nos enfants. Dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants. Qui peut dire à partir de quand l'enfant pointe du doigt? Voilà, la réponse habituelle, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on voit que nos enfants pointent du doigt, mais on n'a pas pensé à poser la question quand, comment et quelle fonction ça a. Alors que tous nos enfants, tous nos bébés pointent du doigt. Personne ne s'est posé la question pourquoi, comment, à quel effet. Alors voilà la thèse d'Anne Robichet-Dispa. Alors, on envoie 16 000 questionnaires avec enveloppe timbrée pour la réponse,
et on obtient 6000 réponses, ce qui est la réponse, le pourcentage habituel. Et avec 3 items à cocher rapidement, parce que sinon les gens ne répondent pas. Donc on a choisi arbitrairement 3 items. On sait, monsieur, madame, on sait que votre bébé aujourd'hui est âgé entre 11 et 14 mois. Voulez-vous simplement mettre une croix s'il répond à ces 3, alors on n'a pas dit item, on avait dû dire, je crois, séquence comportementale ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il soutient votre regard? Est-ce qu'il joue à faire semblant? Et est-ce qu'il pointe du doigt lorsque vous le prenez dans les bras ou lorsqu'il est près de vous? On a reçu 6000 réponses. Sur les 6000 réponses, il y avait 44 réponses où, à 14 mois, les enfants n'avaient pas ces 3 items. Monsieur, madame, est-ce que vous acceptez de venir en consultation ou est-ce que vous acceptez que quelqu'un aille chez vous pour bavarder avec vous? Sur ces 44 réponses, il y avait eu 30 tragédies. Accident de voiture mortel, maladie grave, conflit conjugal, 30 tragédies. À 14 mois, 44 enfants ne pointaient pas du doigt, 30 tragédies, 14, il n'y avait pas de tragédie, mais il a bien fallu, 2 ans plus tard, confirmer le diagnostic d'autisme. C'est-à-dire que dès l'âge de 11 à 14 mois, on avait un signe précoce, que maintenant les psychologues, je crois les pédiatres aussi apprennent, parce que le pointer du doigt, on avait envoyé ce travail à Umberto Eco, donc, et il dit, le pointer du doigt, c'est le premier signe sémiotique. C'est un geste désignatif. Donc le pointer du doigt, un enfant qui pointe du doigt entre 11 et 14 mois parlera. Un enfant qui ne pointe pas du doigt entre 11 et 14 mois, il parlera peut-être, mais il faut s'inquiéter, quelque chose se met mal en place qu'on peut rattraper. C'est rattrapable, c'est pas fatal, il n'y a pas de fatalité. Un enfant bien parti dans la vie, tant mieux pour lui, c'est un bien parti, mais ça ne veut pas dire que ça va durer pendant les 120 ans d'existence qui lui sont dus. Peut-être qu'il aura des difficultés avant. Et à l'inverse, un enfant mal parti dans l'existence, c'est une difficulté, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une fatalité, ça ne veut pas dire qu'il va passer 120 ans dans la fatalité. Mais il y en a un qui est bien parti. Alors, dans ce résultat, on s'est rendu compte que à 14 mois, à 11-14 mois, normalement, tous les enfants avaient pointé du doigt, soutenaient le regard et jouaient à faire semblant, alors que ceux qui allaient devenir autistes, 14 sur 6000 n'avaient pas ces 3 items, et certains, c'était simplement par carence, par tragédie environnementale. Alors, le milieu, la niche sensorielle, n'avait pas été pour eux, elle avait été appauvrie à cause d'une tragédie familiale, mort, accident de voiture, guerre, je ne sais pas, précarité sociale, je ne sais pas. Mais c'était résiliable. Si on fournissait des substituts, on pouvait rattraper un grand nombre de ces enfants. Si on ne fournissait pas de substituts, là, le chemin devenait de plus en plus difficile à rattraper. Alors je montre cette image-là, parce que c'est une vieille expérimentation de Metzloff. Metzloff était psychologue, et il a rendu... Metzloff, c'est celui qui est en haut de l'image. Hein. Le psychologue, c'est celui qui est en haut de l'image, et celui qui est en bas de l'image, c'est le bébé. Et Metzloff avait montré que chez des bébés de 3-4 mois, il y a une tendance à l'imitation. Alors bien sûr, c'est une vieille expérimentation, je crois me rappeler que c'est de 72, et bien cette expérimentation a été dépoussiérée et remise en lumière par les neurones miroirs, qui sont intéressants, mais qui ont été beaucoup trop médiatisés, qui ont eu un succès. Ils disent quelque chose d'intéressant, mais on leur a fait trop, on les a trop fait parler. Mais c'est quand même intéressant. Alors, voilà ici, quand on a parlé, il y a David Cohen, que vous connaissez forcément, qui a fait une expérimentation que je cite souvent, parce qu'elle confirme ce qu'on avait constaté sans l'expliquer en Roumanie, après la chute du mur. J'étais parti avec Médecins du Monde, et en voyant l'état de ces enfants, effrayant, surtout qu'en plus,
ces enfants sentaient mauvais, ils étaient sales, ils étaient lavés, ils avaient un coup de jet d'eau par mois. Personne ne leur parlait. Comment voulez-vous qu'ils se développent? Ils ne pouvaient rien apprendre de la condition humaine. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas humanisés. Et ces enfants-là, j'avais demandé des scanners, mais des scanners de ville, ce qui en 89 à Bucarest, c'était un exploit parce que les médecins ne comprenaient pas pourquoi j'allais prendre un scanner. À cette époque-là, il fallait prendre rendez-vous très longtemps avant. On a obtenu quelques scanners et on a vu scanner de ville, hein, et on a vu des atrophies bifrontales. Alors les gens nous ont dit, mais on a la preuve, ces enfants ont été abandonnés parce que ce sont des monstres. Vous voyez bien que ce sont des monstres. Et nous, on a répondu, effectivement, ce sont des monstres. Mais ils n'ont pas été abandonnés parce que c'était des monstres, ils sont devenus des monstres parce qu'ils étaient abandonnés. Le préfrontal a schématiquement deux grandes fonctions, la fonction de l'anticipation et la fonction de l'inhibition de l'amygdale rhinocéphalique. Alors, c'est-à-dire que, voilà, je cite là David Cohen, mais beaucoup d'autres confirment et ont fait des travaux qui arrivent à peu près au même résultat. C'est-à-dire qu'un appauvrissement de la niche sensorielle des premiers mois, alors j'appelle niche sensorielle, toucher, parler, gronder, nourrir, la banalité du quotidien. Mais c'est une banalité vitale. Lorsqu'un bébé, quelle que soit sa culture, est privé de cette banalité de l'éducation, eh bien son pronostic vital est en jeu. Or, lorsque la niche sensorielle est appauvrie, soit par une tragédie politique, comme chez Ceausescu, soit par une tragédie familiale, mort d'un parent, ou violence conjugale, ou précarité sociale, comme je l'ai vu au Congo démocratique, où les deux parents disparaissent le matin pour essayer de trouver le dollar qui leur permettra peut-être de manger le soir. Donc ces enfants-là ont des niches sensorielles appauvries par la culture. Et on voit que cette fonction d'anticipation ne se met pas en place, et la fonction d'inhibition de l'amygdale rhinocéphalique l'amygdale rhinocéphalique n'est pas inhibée, et Pierre Bustani, avec qui on a la chance de travailler, nous a montré des neuroimageries où l'amygdale rhinocéphalique, le volume était multiplié par 10. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu, ça me paraît énorme. Magistrati dit que pour lui aussi, ça paraît énorme, mais que l'amygdale soit augmentée de volume et hyper réactive, ça, je crois qu'on peut le défendre. Multiplié par 10, je ne sais pas. Je l'ai lu, donc je le répète. Mais ça veut dire que Peter Fonagy, à Londres, avec qui j'ai travaillé, dit que tous les enfants qu'en psychiatrie on appelle borderline, lorsqu'il fait une catamnèse, une étude rétrospective, il constate que tous ces enfants dits borderlines ont eu une cascade de traumatismes préverbaux dans les premiers mois de la vie, et notamment tous ont eu un appauvrissement de cette niche sensorielle. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une vulnérabilité neuro-émotionnelle à cause d'un accident peut-être psychologique, peut-être social. Hein. C'est pour ça que je prends l'exemple de Ceausescu. Ça peut être une décision politique maladroite, ou criminelle même. Eh bien, ces enfants-là ont une hyper-réactivité émotionnelle que tous les éducateurs qui sont dans la salle ont vu. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Mais je ne t'oriente pas comme ça, tu me manques de respect. Mais non, pas du tout, je te dis bonjour. Tu me cherches, tu veux te battre? Mais non, je veux pas. Hein, tous ces gosses avec qui on ne peut pas entrer en relation parce qu'ils prennent tout comme une agression. Et ils prennent tout comme une agression parce que le milieu a sculpté une amygdale hyper réactive. Et à cause d'une carence précoce. Alors, pendant très longtemps, j'ai fait un lapsus d'oreille, et quand on parlait de borderlines, j'entendais borderlines. Et je pense que ce lapsus est dit, comme tous les lapsus disaient la vérité, c'est qu'en fait, il y a tous les symptômes, il y a des tas de symptômes, pour une raison bien simple, c'est qu'on a fait des catégories trop inclusives, c'est comme on faisait pour la syphilis à l'époque, où on mettait tout sur le dos de la syphilis, parce qu'on ne savait pas faire des diagnostics fragmentés, donc tout était syphilitique ou hérédo-syphilitique, et quand on a su
faire des diagnostics plus précis, à ce moment-là, on a fragmenté, ben là on fait pareil. Et donc, borderline, ça veut dire difficulté du développement par carence affective précoce, qui fait que ces enfants apprennent, éprouvent toute information comme une alerte. Et alors là, on retrouve l'éthologie animale, parce que chez les poussins, que Chapoutier a fréquenté, il en a été nommé poussin d'honneur pendant très longtemps, et chez les poussins, il y a la notion de période sensible que j'emprunte à Chapoutier. Beaucoup de personnes ont travaillé là-dessus, mais moi j'ai lu Chapoutier, donc je cite, et il y a cette notion de période sensible, de période critique, qui est de 3 heures chez les poussins et de plusieurs semaines chez les mammifères supérieurs, et probablement chez les êtres humains, elle est de plusieurs mois et répétée au cours de notre vie, c'est-à-dire que nous, la période sensible de la 3e année, l'acquisition du langage, le 20e, 30e mois, tous nos enfants apprennent toute langue entre le 20e et le 30e mois. Même je rentre du Japon, même les Japonais apprennent une langue en 10 mois, sans école, sans livre. Impossible de refaire cette performance après cette période. Votre serviteur, ça fait 60 ans que je suis débutant en anglais. C'est-à-dire que vous aussi. Donc, parce que, alors que les petits Anglais ont une intelligence supérieure, la preuve c'est qu'eux, ils parlent anglais sans accent. C'est-à-dire que, parce qu'on a parlé, ils ont été imprégnés par cette langue à une période d'hypermnésie qui va, pour le langage, du 20e au 30e mois. Mais il y a d'autres, chez les êtres humains, il y a d'autres périodes sensibles, l'adolescence, où l'adolescence, l'élagage synaptique de l'adolescence prouve que le cerveau fonctionne mieux, puisqu'il peut fonctionner à l'économie. Alors qu'au début, on voit des informations qui sont mal circuitées, et quand on arrive à l'adolescence, elles sont mieux circuitées, donc il y a un élagage synaptique, et on peut faire des performances de langage, parce qu'on a été mieux circuité par le milieu. Alors, voilà ici, on a donc cette expérience-là, c'est pas une expérience, c'est une explication qu'on a faite à San Salvador, près de Toulon. Les pédiatres anglais avaient constaté que les enfants, les Anglais ont payé cher la Seconde Guerre mondiale, et les bombardements de Londres, beaucoup d'Anglais sont morts et beaucoup d'enfants ont été pris sous les décombres. Et Anna Freud, qui était à Hampstead à cette époque-là, a réquisitionné ce qu'elle a appelé abusivement les nurseries, mais des maisons, elle a mis des petits lits d'enfants, et elle a randomisé, aujourd'hui on dirait randomisé, elle a mis les enfants là où il y avait un lit. C'est par hasard. Et elle a constaté que dans certaines institutions, les enfants reprenaient un bon développement, alors que dans d'autres nurseries, il y avait énormément de troubles autocentrés, d'auto-agression, de retard de langage, d'impulsivité, d'acquisition d'une vulnérabilité neuro-émotionnelle. Et à ce moment-là, avec René Spitz, ils se sont demandé pourquoi, alors que ces enfants avaient été répartis au hasard et qu'ils étaient nombreux. Il y avait je crois que c'était plusieurs milliers d'enfants qui ont été mis dans des nurseries. Et en fait, la réponse est très vite arrivée, c'est qu'il y a des nurseries où il y avait beaucoup d'adultes qui s'occupaient de ces enfants, et d'autres nurseries où il n'y avait pas ou très peu d'adultes pour s'occuper de ces enfants. Donc la réponse est très vite arrivée, la niche sensorielle était appauvrie dans certaines nurseries, alors qu'elle était suffisante dans d'autres nurseries, malgré le traumatisme réel de ces enfants. Et à ce moment-là, déjà les gens se sont demandé, mais par quel mystère certains enfants reprennent un bon développement, alors que d'autres ne reprennent pas un bon développement. Et Spitz a répondu, c'est pas le moment de se poser cette question, il faut d'abord s'occuper des enfants qui vont mal. Ce qui est une réponse logique. Mais quand Amy Werner, à Hawaï, a fait le même constat que René Spitz et Anna Freud à Londres en 1946, elle a travaillé dans une île d'Hawaï où il n'y avait plus de famille, les enfants étaient mis à la rue, plus de famille, violence sexuelle, violence physique, bien sûr pas d'école, des enfants des rues. 30 ans après, elle en retrouve, je crois, 700, je ne suis pas sûr du chiffre, on a assez l'ordre de grandeur,
Et elle fait une analyse médicale, neurologique, psychologique, sociale, et elle constate que, comme on pouvait s'y attendre, 72% de ces enfants ont une évolution catastrophique, mais, surprise, 28% de ces enfants ont appris à lire et à écrire sans école, ont appris un métier, on ne sait pas où, ont fait une famille plutôt harmonieuse, et lorsqu'elle a des entretiens et des tests, elle constate que ces enfants ne sont pas plus altérés que la population générale. Elle en parle à Michael Rutter, avec qui on a travaillé, et Michael Rutter lui dit, mais bien sûr il faut s'occuper des enfants en difficulté, mais il faut aussi se demander par quel mystère ces enfants s'en sont sortis. Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Et ça a été le point de départ des travaux sur la résilience. C'est-à-dire chercher à comprendre par quel mystère, alors que logiquement tous ces enfants devraient mal se développer, c'est quand même 72%. Mais par quel mystère 28% de ces enfants se développent mal. On a Michel Lemay, Michel Tousignan, québécois, sont venus travailler avec nous, et les Québécois font maintenant des travaux sur la résilience très performants, et maintenant on commence à comprendre, connaître les mécanismes de la résilience, donc on peut changer les méthodes éducatives, ce qu'ont fait tous les pays d'Europe du Nord, avec des évaluations psychologiques et biologiques et psychologiques. Notamment, ils ont fait des réformes de la petite enfance préverbale, développement, formation aux théories d'attachement de tous les éducateurs, retard volontaire d'entrée à l'école, retard volontaire de la notation, intention de ne plus surstimuler les enfants, résultat aux évaluations PISA de l'UNESCO, les Finlandais sont médailles d'or, ils rattrapent, ils ont un retard à 10 ans, à 15 ans, ils sont médailles d'or. Parce qu'ils ont acquis la confiance en eux, ils ont acquis le plaisir d'apprendre, ils rattrapent leur retard incontestable, 5 ans après, ils sont médailles d'or aux évaluations scolaires, PISA, et aux évaluations relationnelles. Et notamment, depuis qu'il y a ces réformes dans les pays d'Europe du Nord, 40% de suicides en moins à l'adolescence, en 10 ans, disparition très importante de la psychopathie. Et donc on voit comment, quand on fait se rencontrer des disciplines différentes, eh bien on fait surgir des réponses différentes. Et si on fait des questions différentes grâce à l'éthologie, grâce à une autre manière de poser des questions, eh bien on arrive à des conclusions pratiques différentes. Alors voilà, ça c'est un travail qu'on a fait à San Salvador, près de Toulon, et voilà, normalement, des études populationnelles, une petite fille de 5 ans doit avoir en moyenne cette taille, ce poids, et elle doit maîtriser à peu près 3000 à 5000 mots à 5 ans. Sauf que quand on fait de l'étho-linguistique, parce que ça aussi c'est une discipline passionnante, les linguistes se sont mis à l'éthologie, et quand on fait de l'étho-linguistique, on constate que les petites filles, les bébés filles, à 17 mois, disposent déjà d'un stock de 50 mots, d'une possibilité d'un agencement des mots avec des débuts de grammaire et même d'un début de double articulation. Performance que ne feront les garçons qu'à l'âge de 22 mois. Ça reste entre nous, ça. Hein. Ça sort pas, les gars, ça sort pas de la salle. Hein. Donc, alors, et comme les femmes donc, parlent, les filles parlent avant les garçons, elles parlent, je crois, mieux que les garçons. Quand on les voit en psychothérapie, elles parlent mieux, elles maîtrisent la relation verbale mieux que les garçons. Et comme elles ont une espérance de vie plus longue que les hommes, c'est elles qui ont le dernier mot. Ça, c'est la cruelle condition des hommes depuis longtemps. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire que c'est l'explication d'une population d'enfants maltraités, alors avec Șerban-Ionescu, qui, comme son nom l'indique, est roumain, qui travaille avec nous. Et les Roumains sont devenus experts en résilience. Et voilà la taille moyenne d'une population d'enfants abandonnés, taille, poids moyen, retard de langage énorme, et surtout attachement insécure. Or, quand un enfant a acquis un attachement sécure, il se met en disposition spatiale d'apprendre à parler.
c'est-à-dire qu'il va vers l'adulte présent. Il tire sur la robe, il tire sur la manche, il fait une offrande alimentaire. C'est un travail qu'on a fait avec Daniel Stern. Et l'enfant va chercher la situation qui va lui permettre d'apprendre à parler. Il fait un babil, l'adulte écoute le bébé, le bébé attend la fin de la phrase de l'adulte, parce que la prosodie des mots, la musique des mots, fait que l'enfant qui ne parle pas encore sait que l'adulte va cesser de parler parce que l'intonation change, et qu'un adulte qui va se taire n'a plus la même intonation, donc il donne la parole au bébé qui ne parle pas encore, et donc, si vous permettez ce jeu de mots forcément lacanien, il y a un tour de babil entre l'enfant et l'adulte éducateur. L'enfant s'est mis lui-même en disposition spatiale pour apprendre à parler. Alors que les enfants insécures, parce que, non pas à cause de la mère, mais à cause du malheur de la mère, je souligne, c'est pas la mère qui est responsable du retard de développement, c'est son malheur. Elle aurait bien aimé ne pas avoir ce malheur. Elle aurait bien aimé que son mari ne soit pas violent, ou ne se tue pas en voiture, ou que sa mère n'ait pas un Alzheimer, etc. Et bien voilà, c'est arrivé, ça lui est arrivé, donc l'enfant se développe mal. Donc là, on est loin des causalités linéaires de Descartes. Hein. Là, on est vraiment dans des raisonnements systémiques. Et lorsque on fait des observations, alors on a fait tout simplement des électroencéphalogrammes, donc c'est pas compliqué, ça c'est des électroencéphalogrammes de ville, hein, et c'est pas compliqué, et on constate que dans cette population d'enfants, ils avaient tellement maltraité, négligé affectivement, niche sensorielle appauvrie par un malheur familial ou social, on voit que ces enfants-là ont un trouble de l'architecture du sommeil, et ils ont une avance au sommeil paradoxal, et que les phases lentes qui précèdent le sommeil paradoxal sont altérées, et que c'est peut-être ce qui explique la diminution de sécrétion d'hormones de croissance et d'hormones sexuelles. Donc voilà, c'est un travail, je ne sais pas ce que vous allez en dire, mais voilà, c'est un travail de praticien. Et voilà ici Trollick, qui est aussi un praticien, et qui lui fait ce travail. C'est-à-dire que c'est parti du CNRS de Marseille, où Trevarten met une disposition d'observation très simple. Madame, vous avez un bébé de 4 ou 5 mois, voulez-vous venir au CNRS? Et alors elle vient, et le CNRS de Marseille n'est pas loin de la plage, ce qui fait que les recherches sont très difficiles à faire, surtout l'été. Et la dame arrive, et légalement, on doit demander l'autorisation de filmer, donc les caméras tournent, la dame le sait, et puis Trevarten dit « Madame, excusez-moi, on m'appelle », il s'en va et ne revient pas, et les caméras tournent. Et il recueille les films, et on constate que dans 90% des cas, c'est le bébé qui a cherché et qui a provoqué l'interaction avec sa mère. C'est le bébé qui la sollicite, c'est le bébé qui fait un babil, et qui fait un petit cri, un petit geste, et la mère qui s'ennuie parce que les murs sont nus, elle est toute seule là, volontairement nue, la mère a un petit bonhomme à côté d'elle, et paf, l'interaction se déclenche. Alors, et dans 90% des cas, pas dans toutes les séries, mais dans beaucoup de séries, la moyenne c'était 60% des cas. On a fait avec Maurice Ohaillon, on a fait des séries qui, dans 90% des cas, c'est le bébé qui déclenche une interaction. Sauf s'il est insécure, ou si sa mère est malheureuse, ou s'il y a un malheur. Alors ici, Trollick reprend cette situation d'observation. Et il y a une consigne, madame, venez avec votre bébé, et puis interagissez, faites ce que vous voulez. Mais à un moment, à un signal convenu, on va taper sur la porte, et on vous demande, arrêtez de gestuer. Ne bougez plus. Vous savez, comme le jeu que font les enfants dans les cours d'école. Tous les enfants font ce jeu. Et alors, on voit, là j'ai choisi ces images, mais il y a des films que vous trouverez sur YouTube. Et voilà ici, la bouche ouverte, les mimiques faciales. Donc il y a ce que Metzloff avait déjà subodoré en 1972, ce qui a été avivé par la découverte de Rizzolatti sur les neurones miroirs, et qui a été un peu... il y a une boursouflure sémantique de ces découvertes,
Mais voilà. Et au signal convenu, madame, arrêtez de gestuer. Et comme Antoine Guédonnet nous l'a appris, en quelques secondes, l'arrêt de gestualité et de mimique faciale de la mère provoque un comportement de retrait de l'enfant qui est un comportement d'angoisse chez un bébé préverbal. Il se jette en arrière et si la mère continue de gestuer trop longtemps, activité auto-centrée, instant très rapide, en quelques secondes. Et à ce moment-là, bien sûr, la mère arrête l'interaction parce que là, elle ne veut pas que l'expérimentation aille plus loin. J'ai montré ces images au Japon, les Japonais m'ont critiqué. Hein. Les Japonais m'ont dit, ben nous, on ne ferait jamais ça à un bébé. Donc, et la question se pose. Est-ce qu'on a le droit de faire pleurer un bébé pour des raisons expérimentales? Pourquoi pas? Donc, mais le problème, elle se remet à ce moment-là, elle arrête d'elle-même, elle décide d'arrêter l'expérimentation, ça va, je n'irai pas plus loin. Et à ce moment-là, écoutez bien, on voit un rebond d'attachement, ce qui pose un problème éducatif énorme, parce que si les bébés sont trop sécurisés, trop entourés par la figure d'attachement, il n'y a plus de saillance, il n'y a plus d'événement. Donc ce qui active l'attachement, c'est le départ de la mère. Quand la mère est asservie par son bébé, comme je l'ai vu en Chine il n'y a pas longtemps, à cause de la loi sur l'enfant unique, les mères sont asservies par le bébé, donc l'enfant change de signification, et les enfants deviennent, les Chinois les appellent leurs enfants empereurs. Et je vous assure qu'avoir un enfant empereur, c'est pas le bonheur. J'en ai vu, c'était vraiment, ils battent leurs parents, ils sont obèses, ils sont malheureux, et ils rendent tout le monde malheureux autour d'eux. Donc le départ de la mère fait qu'il y a le plaisir des retrouvailles, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est le point de départ de la situation expérimentale de Mary Ainsworth. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on ne peut pas tout dire en même temps. Alors voilà ici, donc ça va, je vais terminer comme... Je termine à quelle heure? Je termine quand? 1 heure en gros. Mais là, alors, bon, dans ce cas-là, j'ai le temps. Alors, avec les questions de toute façon. Alors, je continue encore un peu. Merci, j'ai marchandé le temps de parole et j'ai gagné pas mal de minutes. Alors, sur le plan pratique, nous praticiens, je travaille avec Antoine Lejeune, avec Pierre Lemarquis, que vous avez bien fait d'inviter, et parce que c'est un bonhomme adorable qui pose des problèmes vraiment intéressants. Et avec Antoine Lejeune, il s'occupe d'un centre de maladie Alzheimer. Et je lui propose de faire le même raisonnement que pour les bébés, c'est-à-dire de tuer Descartes et arrêter de faire des raisonnements linéaires. Faites des raisonnements systémiques, des raisonnements complexes. Mais c'est une convergence de causes qui provoque un effet qui l'aggrave ou le répare. C'est-à-dire que c'est des raisonnements en système. Alors, donc on dit, au lieu de se centrer sur la maladie d'Alzheimer, ce que les neurologues nous ont appris très bien, on va se centrer sur l'aidant. Et on va observer les interactions entre les malades diagnostiqués Alzheimer et les aidants. C'est peut-être l'aidant, l'infirmière de l'EHPAD, ça peut être l'aidant familial, la plupart du temps, on a choisi l'aidant familial. Et on va filmer comme Mary Ainsworth. Alors, Mary Ainsworth, la situation, je suis obligé de vous la dire quand même, en 2 mots. L'adulte est là, et il y a une femme inconnue qui est là, et l'enfant de 12 mois en moyenne est là. Il s'approche de sa mère pour se sécuriser, et une fois sécurisé par sa mère, il observe l'adulte qu'au présent. Situation expérimentale provoquée par les poussins. C'est-à-dire que lorsqu'un poussin a un objet imprégné dans sa mémoire, il a un monde familier, donc sécurisant pour lui, et il explore. Il suffit d'enlever, avec une poulie, on enlève l'objet sécurisant, qui était, alors on peut faire ce qu'on veut, ça peut être un caneton en plastique, ça peut être une brique, on modifie l'environnement physique du caneton, du poussin, du caneton, on l'enveloppe, instantanément le caneton se trouve dans un monde insécurisant, il n'explore plus, il court en tous sens,
Et il est accident prone, il a un pourcentage d'accidents très élevé. Et je crois me rappeler qu'au CNRS, il y avait des gens qui étaient payés pour compter le nombre de diarrhées par minute. C'est-à-dire que... Donc, et on fait redescendre... là, je m'inspire beaucoup de Chapoutier et d'autres, hein, on fait redescendre l'objet d'empreinte instantanément, le canton sécurisé arrête ses diarrhées et recommence à prendre son milieu de canton. Donc là, on n'est pas dans Descartes, là. On est vraiment dans un raisonnement systémique. Et pour nos enfants, Mary-Anne Schroer s'inspire de ses travaux. Et si la mère, base de sécurité, est là, l'enfant, sécurisé, soit en touchant sa mère, soit en l'entendant, soit en entendant sa mère parler, l'enfant s'intéresse à l'autre femme inconnue, et quand sa mère parle, l'enfant se retrouve en présence de la femme inconnue. Monde non familier. Il cherche sa mère, j'ai mis un petit peu, si il est sécure, 66% de tous nos enfants, quelle que soit la culture, sont sécurisés. Sauf aux États-Unis et en Chine, on en parlera tout à l'heure. Et à ce moment-là, l'enfant a intériorisé dans sa mémoire, il a intériorisé, mémoire biologique, empreinte, il a intériorisé, maman, elle n'est pas là, mais elle est là. Donc ma base de sécurité, je l'ai apprise. À ce moment-là, je retourne vers cette femme inconnue et je vais lui faire un babil, je vais lui tirer sur sa main et je vais la rendre familière. Un enfant sur 3 a acquis un attachement insécure pour des tas de raisons hétérogènes, de la mère, du père, de la société. Il se périphérise. Nous aussi venus de l'écologie animale, un animal insécure a peur d'entrer dans le groupe, il se périphérise. Nos enfants insécures se mettent contre le mur. Ils ont des activités autocentrées. Ils n'osent pas soutenir le regard, ils n'osent pas jouer, ils n'osent pas babiller. Ils se mettent eux-mêmes en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler. C'est-à-dire d'avoir un retard de langage alors ils n'ont aucune raison neurologique, génétique d'avoir un retard de langage, mais ils n'ont pas acquis un attachement suffisamment sécurisant pour oser aller explorer l'étranger. Alors, on voit que... Donc, ça veut dire aussi que on revient avec nos enfants. Un enfant qui reçoit une alerte en présence d'une base de sécurité, qui est là, dans le réel, ou là, dans la représentation du réel. Il a acquis un attachement sécure. Cette information-là va l'amuser. Il va sursauter, ça va l'intéresser, il va l'explorer, il va l'apprendre. La même information, en l'absence d'une base de sécurité, il va paniquer, comme les cantons, sauf qu'il va le faire dans un monde humain. Il va paniquer, il va courir en poussant, il ne peut rien apprendre. Il a un retard de langage, il a un retard de relation, il se met lui-même en disposition spatiale de mal apprendre. Et quand on a fait ce travail avec Bentolila sur le premier jour d'école, tous les enfants qui avaient acquis un attachement insécure, le premier jour d'école, ils ont fait un petit syndrome psychotraumatique. Énurésie, encoprésie, cauchemar, agrippage à leur mère, peur de l'école. Et donc le premier jour, alors que ceux qui avaient déjà acquis un attachement sécure, ils ont eu un stress, et ce stress, ça a été pour eux une aventure. Et à ce moment-là, ils ont éprouvé l'école comme une aventure stressante mais amusante. Et je vais rencontrer les copains, je vais rencontrer la maîtresse, elle va nous poser des tas de problèmes bizarres. Donc déjà, plus la sélection est faite tôt, plus l'injustice sociale est répétée. Ce qu'on constate actuellement dans nos écoles. C'est-à-dire que, alors que les pays d'Europe du Nord et les Brésiliens m'ont invité à Brasilia pour essayer de mieux développer plus longuement les théories de l'attachement, ils avaient décidé de faire comme les pays d'Europe du Nord, mais je ne sais pas ce qu'il va en être à cause des difficultés qu'ils connaissent actuellement. Mais politiquement, ils avaient décidé de consacrer 75% de l'argent du pétrole à l'enfance préverbale.
est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils ne vont pas le faire? La même réforme a été proposée en Corée du Sud, et là, c'est les familles qui se sont vigoureusement opposées, parce que les familles ont tellement surinvesti les résultats scolaires que vraiment les enfants sont tellement surstimulés que j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de Japonais, beaucoup de Coréens qui m'ont dit au Japon maintenant, en Corée du Sud maintenant, l'école est devenue une forme de maltraitance. On a constaté que plus l'échelle d'empathie de l'aidant était élevée, moins le patient malade d'Alzheimer manifestait le symptôme d'Alzheimer. Alors que lorsque l'aidant était malheureux, seul, abandonné, donc le malade se retrouvait seul avec son nouveau monde d'Alzheimer, et là, il avait beaucoup de symptômes. Et là, la manipulation était facile à faire. On faisait rentrer les dents et on refaisait les échelles comportementales et verbales, c'était facile à faire. On faisait partir, et donc on avait une manipulation facile à répéter. Alors, je vais terminer par le problème. Là, il me manque une diapo qui, bien sûr, était la plus importante. Alors, le problème qui est posé par ce genre de réflexion, Franz de Waal dit « ça prouve que l'empathie est le fondement biologique de la morale, et puisqu'il y a une entraide chez les animaux, mammifères marins, mammifères terrestres et oiseaux, puisqu'il y a une entraide chez les animaux, ça prouve que les animaux ont accès à la morale avant l'être humain, puisqu'ils sont arrivés sur Terre avant nous. » Alors, est-ce qu'on peut tenir ce genre de raisonnement? Je vous ferai remarquer que alors, la définition de la perversion, il y a quelque temps, elle était fournie par l'Église et par les médecins. C'est-à-dire qu'on disait pervers, celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. Alors, donc il y en a des pervers dans cette salle. Donc ça veut dire que c'est une définition qui n'a aucun sens aujourd'hui. Alors, on reprend la définition de Deleuze ou de Lacan, qui nous paraît convenable pour l'empathie que je vous ai proposée, et dit pervers, surtout celle qui vit dans un monde sans altérité. C'est pas l'égoïsme. Dans l'égoïsme, je sais ce que tu veux, mais je sais aussi ce que je veux, je fais passer mes intérêts avant les tiens. Alors que le pervers, il n'y a pas d'autre monde que le sien. Il n'y a qu'un seul monde, le sien. Il n'y a pas d'autre monde. Alors, donc, à ce moment-là, je vous ferai remarquer aussi une chose, c'est que depuis que j'ai commencé cet exposé, 18 782 Chinois sont morts. Vous vous en foutez, éperdument. Vous êtes pervers. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on est obligé d'arrêter l'empathie. On ne peut pas se décentrer de soi tout le temps pour se représenter l'autre. Donc il y a toujours un moment où on devient pervers. Alors Freud disait on ne naît pas pervers, on ne devient pas pervers, on le reste. Donc d'où son expression de nos bébés sont des pervers polymorphes. Ce qui est bien, alors que moi, ces travaux sur l'empathie ajoutent on n'est plus pervers, mais sous l'effet d'une modification environnementale, d'un appauvrissement culturel, on peut régresser, comme disait Freud, et redevenir pervers. Et probablement, c'est ce qui se passe actuellement pour beaucoup de jeunes qui, déculturés, privés de culture, privés d'école, régressent et redeviennent des proies escroqués par des gens qui leur font croire qu'ils vont gagner le paradis en tuant les autres, et ils tuent sans aucune culpabilité. Alors, pour dire à quel point c'est fréquent, c'est que on voit que les nazis, je ne dis pas les Allemands, les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, Rudolf Höss, le directeur du camp d'Auschwitz, vous trouverez ça dans Golden Zone, Léon Golden Zone, édition Penguin Press,
il écrit clairement « J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie ». Comment expliquer ça? Il avait une femme avec qui il s'entendait très bien, il avait 4 enfants. Dans ce livre, vous trouverez la photo de la maisonnette à l'entrée d'Auschwitz. Il avait une empathie close à son groupe social, à son foyer, sa femme, ses enfants. Il était parfaitement moral avec son petit groupe, son petit clan, et totalement pervers avec ceux qui n'appartenaient pas à ce petit clan. Donc voilà, je pense que vous aviez des idées claires avant le début de mon exposé. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci de m'avoir écouté.